m'introduire, en fait, je voulais vous parler d'une petite expérience personnelle qui m'est arrivée cette semaine. En fait, un soir, j'ai ouvert mon frigo et j'ai pensé à vous. J'ai pensé à cet atelier. Pourquoi? Parce que je me suis dit, il y a une époque où je programmais mes repas. Et en fonction des repas que j'avais programmés, je faisais mes courses en conséquence. Et en ce moment, parce que mes enfants sont grands, qu'ils arrivent, de temps en temps ils passent le week-end, de temps en temps ils sont là, de temps en temps ils ne sont pas là, finalement, tout fonctionne un petit peu différemment. Mais mon boulot, du coup, s'organise aussi différemment. Je me permets d'être plus souvent à l'extérieur, donc je mange plus souvent à la maison. Et au final, quand j'ouvre mon frigo en ce moment, je me dis, qu'est-ce que je vais faire avec ce que j'ai là devant moi? Sachant que j'ai à chaque fois des surprises. Il y a des choses que je pensais qu'elles seraient là, qui n'y sont plus. Il y a des choses que je découvre, parce que mes enfants déposent des trucs. Et donc, en fait, mon enjeu, c'est comment faire au mieux avec ce que j'ai. Et ça va être un petit peu l'objet de cet atelier, finalement. Comment faire au mieux avec ce qu'on a. Vous aussi, ces derniers temps, notamment pendant la crise sanitaire, puisqu'on va s'appuyer sur cette crise sanitaire pour en tirer des enseignements, des expériences, vous avez ouvert la porte de votre entreprise et vous êtes tombé sur des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas. Parfois, il n'y avait pas ce à quoi vous vous attendiez. Les choses ont changé aussi et vous avez dû faire au mieux avec ce que vous aviez. Et ce qui est assez particulier, c'est que moi, je me suis rendu compte que finalement, face à mon frigo, j'ai aussi développé cette capacité à faire des nouvelles recettes que je n'aurais peut-être pas eues si j'avais continué à être dans cette programmation de recettes et avec tous les ingrédients qui allaient bien pour faire mes recettes programmées. Et donc, face à ce frigo inconnu, aujourd'hui, j'ai appris à concevoir différemment. Et on va aussi travailler sur cette notion-là, comment est-ce qu'on apprend à faire des nouvelles recettes, comment est-ce qu'on a appris à fonctionner autrement. Donc, l'objectif de cet atelier, ça va vraiment être quels ont été les enseignements de la crise, avec comme entrée particulière, parce que vous avez certainement entendu beaucoup de choses autour de cette crise, l'entrée, ça va être l'incertitude. Cette crise nous a plongé dans l'incertitude. Qu'est-ce qu'on a appris face à cette incertitude dans notre façon de fonctionner, dans notre management? Et la sortie de cet atelier, ça va être le désir, on en a parlé en plénière, nos demain. Comment est-ce qu'on va choisir nos demain? Comment est-ce qu'on va les rendre désirables? Comment est-ce qu'on va rendre nos recettes savoureuses? Et ça va être la sortie, on vous le souhaite en tout cas, de cet atelier, de sortir avec cette envie, avec des recettes réjouissantes. Alors, je vais vous présenter nos différents intervenants de ce matin. Juste Sandra, tu nous as donné faim, heureusement qu'il n'est pas midi, parce que là, moi, je vais tout de suite manger. Alors, nos intervenants ce matin pour à la fois nous parler des enseignements face à l'incertitude, des enseignements en termes de posture, en termes de compétences, en termes de savoir-être. Ils vont aussi aborder, nous donner des tendances, amorcer cette notion de quelles sont les tendances en termes de management, ce qu'on a appris aujourd'hui face à l'incertitude et ce qu'on va pouvoir mettre en place demain, parce que l'incertitude, elle continue à être là, elle se présentera de façon différente, elle est déjà là en termes de ressources, de pénurie, de cours, de recrutement. Il y a déjà de l'incertitude et ça va continuer. Des tendances et puis bien sûr des expériences, des pratiques inspirantes. On aura un petit temps de questions en fin de séance. Si vous avez l'application, vous pouvez l'utiliser, ça nous évitera de passer le micro. Si vous ne l'avez pas, vous le dites à haute voix et je reformulerai à travers le micro pour permettre aussi aux gens qui nous suivent à distance. Alors, je vais vous présenter nos différents intervenants. Donc, nous avons Stéphanie Meyer, qui est directrice opérationnelle, responsable qualité, hygiène, sécurité, environnement du domaine IRTS, qui est un organisme, un établissement de tourisme éco-responsable avec la dimension hébergement, la dimension restauration également. Donc, bienvenue. François Matens. François est diplômé MIT Sloan School Management. J'ai bien prononcé votre nom? C'est ça. Okay. Directeur des affaires publiques et de l'innovation dans le secteur industriel. François enseigne dans les universités Panthéon-Sorbonne,
Paris-Dauphine PSL et à Sciences Po Paris. François a commencé sa carrière en étant dans différentes administrations auprès de groupes, auprès de responsables politiques notamment. Et j'accueille également Fabrice, qui est ingénieur diplômé des mines. Alors Fabrice, on se tutoie dans la vraie vie, donc on se permettra de continuer. Donc toi, tu as rejoint le cabinet Walter en 2015, mais avant ça, tu as transité, j'allais dire, parce qu'en plus c'est dans la logistique, tu as transité dans plusieurs entreprises, chez FM Logistique notamment, aussi chez Altran, et tu as été directeur général d'une ESN à Strasbourg. Donc le cabinet Walter, aujourd'hui, dont tu es dirigeant associé, s'occupe de recrutement de cadres et de dirigeants, et ce, depuis 30 ans. Et donc moi, par ouvrir des portes de frigo, j'accompagne les transformations en termes de comportement dans les entreprises et aussi les collectivités. Alors, pour démarrer cette session, rapidement, en moins de 2 minutes, on va vous demander si vous avez déjà avec des mots jetés, donc ça va vraiment être un mot ou deux, je vais noter sur le tableau, si vous avez des mots qui peuvent nous traduire vos recettes, celles que vous avez éprouvées, mises en œuvre pendant le Covid. Quelles ont été les recettes qui vous ont permis de changer éventuellement de modèle de management? Quelles ont été les recettes en termes de posture, en termes de savoir-être, peut-être savoir-faire? Quelles sont les compétences que vous avez éprouvées, développées pendant cette crise face à l'incertitude? Quelques mots jetés que je vais écrire au tableau. Pardon? Là? Teams. D'accord. La visio. Ah, je suis hyper limitée avec mon micro. Notez la souplesse qui est requise. Donc Teams, effectivement. Confiance. Donc je note Teams, écoute, confiance, solidarité, solidarité, flexibilité, allez, encore 2 ou 3, adaptation. Les étudiants CCI, innovation. Ok, merci beaucoup. Et en fait, là, on a un petit peu dressé le plan de ce qu'on va aborder ce matin. Et je vais tout de suite commencer par poser une question à François. François, alors certains d'entre nous, quand on a envie de se changer les idées, on va passer un week-end dans les Vosges. François, lui, va passer 40 jours dans une grotte à moins de 10 degrés avec pas de lumière, une humidité totale. Et c'est une vraie expérience scientifique qui s'appelle Deep Time, dont j'aimerais que vous nous parliez pour savoir, derrière cette expérience qui est donc pleine d'incertitudes, qu'est-ce que vous en avez tiré comme enseignement? Quelles similarités, qu'est-ce qu'on peut transposer avec la crise sanitaire qu'on a vécue et qu'est-ce qu'on peut transposer pour l'avenir? Tout à fait, merci Sandra. Donc, comme vous venez de le dire, du 24 mars au 14 avril, j'ai fait partie des 15 volontaires qui sont participés à l'expérience Deep Time, qui était une expédition scientifique. Pendant 40 jours, on est parti donc à 15 par 10 degrés, 100% d'humidité, dans le noir complet, sans aucun repère spatio-temporel, pour tester l'adaptabilité d'un groupe humain sans aucun repère chronobiologique. Donc ça fait plein de mots intelligents pour dire qu'en gros, on était dans le noir, sans montre,
et de voir en gros si on s'entretuait. C'est la version courte. Bonne nouvelle, tout le monde est ressorti vivant, donc c'est quand même c'est preuve qu'un groupe est capable de s'adapter même dans des conditions complexes. Mais au-delà de ça, on en a retiré, enfin j'en ai retiré quelques enseignements très intéressants sur comment un groupe est capable de s'auto-organiser dans des conditions extrêmes comme on avait pu connaître le confinement. Et ça a été notamment issu, j'ai un article scientifique qui en est sorti dans la Harvard Business Review, on pourra vous communiquer si vous le souhaitez. Et quelques enseignements, c'est qu'on s'est rendu compte que quand on est rentré dans la grotte, on avait volontairement aucun chef qui avait été désigné. C'est-à-dire que le groupe dit voilà, vous allez vous organiser comme vous voulez. Et ce qui en est ressorti, c'est qu'on se rend compte que en faisant un parallèle avec nos entreprises, en fait, on n'a pas besoin de chef, on a besoin de leaders inspirants. Plutôt que d'avoir un rapport hiérarchique et d'avoir forcément une logique du respect de la règle, on s'est rendu compte dans le cadre de cette expérience que notre chef d'expédition, il ne s'était pas positionné comme un chef, il s'était positionné comme un leader qui voulait nous mener vers un objectif ou des objectifs. Et ça, c'est ce qui a permis de jamais s'appuyer sur une logique hiérarchique, plutôt nous partager des expériences, nous faire confiance et nous responsabiliser en disant écoutez, vous le faites pas, tant pis pour vous, il n'y a que vous qui pourrez en retirer les conclusions derrière. Et ça nous a obligés à nous responsabiliser, à nous faire confiance et à travailler dans une logique d'intelligence collective qui a été bien supérieure à nous donner des ordres, et nos entreprises feraient bien parfois de s'en inspirer par rapport à ça. Et du coup, au final, la logique, c'était plutôt de ne pas vouloir le décevoir plus que de vouloir absolument répondre à une logique hiérarchique. Et ça, c'était un premier enseignement qui est vraiment très intéressant. Le deuxième aspect, c'était plutôt de nous donner des objectifs chiffrés. On s'est appuyé plutôt sur un sens de la mission, c'est-à-dire avoir des valeurs et avoir un objectif commun qui nous dépassait, où le matin, alors notre matin, parce qu'on n'avait pas tous le même matin, comme on n'avait pas de montre, c'était plutôt pour se dépasser, de se dire, voilà, je participe à un projet qui me dépasse, moi, mais avec mes simples objectifs personnels. Et ça nous a permis tous d'atteindre des objectifs qu'on s'était auto-fixés, qui étaient bien supérieurs que si on nous avait donné, où il fallait absolument, encore une fois, sous la responsabilité d'un N+1 ou d'un chef qui nous aurait donné des objectifs, on aurait été content de les atteindre, mais pas forcément pour nous-mêmes, pour satisfaire un chef. Et en fait, on s'est rendu compte que si c'était un objectif qui était bien super, on était plus efficient et on allait beaucoup plus loin avec cette logique-là. Le troisième point qui a été intéressant, c'est l'émerveillement. On peut se dire qu'est-ce que ça fait l'émerveillement dans une telle expérience, même en entreprise. Et je vous prends une anecdote. On avait une tâche, donc, au début on se répartissait tous des tâches, et il y en a une qui était très ingrate, c'était vider les déchets, et donc nos excréments, où il fallait les mettre dans des bidons 30 litres, marcher pendant 40 minutes sur le dos, dans le noir, pour aller les mettre à l'extérieur, enfin dans un sas. Et donc tout au début de l'expérience, vous vous doutez bien que quand on a désigné les tâches, tout le monde a baissé la tête et s'est caché dans un coin en disant je veux surtout pas faire ça. Et au fur et à mesure de l'expérience, on s'est rendu compte que les gens se battaient pour faire cette tâche qui était a priori ingrate. Et en analysant ça, en fait, on a trouvé ça très intéressant, c'est qu'en fait le lieu où il fallait transporter ces bidons et les déposer, c'était dans une salle qui s'appelle la cathédrale, dans la grotte où on était, qui, juste pour vous rendre compte, la taille de la salle de la cathédrale, on peut mettre Notre-Dame dedans. Donc vous voyez un peu l'immensité. Et en fait, c'est un lieu qui était magnifique et magique. Et en fait, en discutant en débriefing avec les gens de l'expérience, on s'est rendu compte que l'émerveillement que nous procurait ce voyage, en fait, dépassait l'ingratitude de la tâche initiale. Et là aussi, c'était de se dire que parfois, mais en rattachant ça à nos entreprises, mettre des touches de bonheur ou d'émerveillement ou de beauté dans nos entreprises, ça peut parfois créer un contexte qui est bien supérieur, encore une fois, à des objectifs, à une finalité qui peut être financière ou managériale. Et juste apprécier le beau, ça peut transcender la gratitude d'une mission ou d'une tâche. Donc ça aussi, c'est un enseignement qui était intéressant. Et le quatrième aspect sur lequel je vais insister, c'est entre nous, j'ai appelé ça le plaisir de ne rien foutre. Le terme un peu plus scientifique qu'on a appelé, c'est l'ennui constructif. Et moi qui suis hyper actif, qui dort 4 à 5 heures par nuit maximum, qui fait plein de choses, qui a 3 téléphones, 2 ordinateurs et toujours connecté, j'ai repris du plaisir à ne rien faire. Parce que déjà quand on faisait rien, on savait pas combien de temps.
puisqu'on n'avait pas de montre. Et 2, comme c'était admis dès le début de l'expérience qu'il ne devait y avoir aucune pression sociale, c'est-à-dire que comme il n'y avait pas de chef qui vous disait il faut faire quelque chose, et comme le groupe était convenu qu'on devait se laisser vivre et c'était chacun individuellement qui devait contribuer à l'effort collectif, aucune pression sociale nous obligeait à nous dire bah, t'as rien fait aujourd'hui. Et ça, pourquoi je dis ça, c'est qu'un, on a retrouvé du plaisir à ne rien faire, et sincèrement c'est quand même assez rare dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et en plus de ça, ça a permis de libérer une charge cognitive, une charge mentale qui a pu refaire développer des idées. Et moi je parle pour moi, il y a des choses que j'avais dans un coin de ma tête depuis des années, auxquelles j'avais pas eu le temps parce qu'on est toujours poussé par la dictature de l'urgence. Et au final, on a pu faire des choses assez incroyables juste avec notre intelligence collective et notre jus de cerveau, là où on aurait forcément demandé à Google de nous trouver une solution auparavant. Alors, si on transpose ces différents ingrédients, donc le leader inspirant, accepter l'ennui constructif et l'émerveillement, la cathédrale. Si on transpose ça justement à nos situations en entreprise, comment est-ce que ça se traduit ? Il y a nos entreprises, et ça c'est assez simple. Hein. Quand je dis nos entreprises, c'est pas vrai. Nos organisations, qu'elles soient publiques ou privées, le plus important, c'est la règle. On va toujours vous ramener au rapport à la règle. Et les managers, voire nos organisations au plus haut niveau, sont toujours confrontés au dilemme conformité versus compétence. Combien de fois on peut vous reprocher, moi je sais qu'on me le reproche tous les jours, en disant ouais c'est super le résultat, mais t'as pas respecté le process. Oui, mais le résultat est là. Oui, mais t'as pas respecté le process. Et ça, le problème, c'est qu'un process, il n'est pas fait pour être efficace, il est fait pour être respecté. Et ça, aujourd'hui, beaucoup de nos organisations meurent de ça. C'est que on cherche toujours à avoir des gens qui vont forcément respecter les process, qui rentrent dans le moule, alors qu'on sait des études scientifiques en sens sociologique du terme et managérial montrent que des équipes trop homogènes sont néfastes pour les entreprises et inversement mettent de l'hétérogénéité dans les profils et permettent d'avoir des meilleurs résultats, que ce soit dans les organisations publiques ou privées. Et moi, ce que je prône, c'est ce que j'essaie d'enseigner à Sciences Po, c'est de faire ressortir des profils atypiques, ce que j'ai appelé des impertinents constructifs. Impertinents parce que la personne impertinente, c'est la personne qui est chiante à manager, clairement. Parce qu'en réunion, c'est toujours celle qui va dire pourquoi. Pourquoi on fait ça ? Pourquoi ça fonctionne comme ça ? Mais qui derrière est celle aussi qui va, plutôt que de poser la question du pourquoi, elle va engendrer derrière quelque chose en disant parce qu'on pourrait faire comme ça, parce que la valeur de l'entreprise c'est plus ça, parce que si on va plus loin on pourrait changer ce système-là. Et c'est des gens qui sont, même si on parle de talent management aujourd'hui, dans les faits c'est des gens qui posent problème dans l'organisation parce qu'ils remettent en cause le process. Et c'est d'autant plus intéressant, et je fais le lien avec la crise, c'est que, et moi je me mets dans cette catégorie-là parce que je passe mes journées à me poser la question du pourquoi et mon chef aime pas ça, c'est de dire que en période de crise, ces gens-là, c'était les gens les plus résilients et les plus adaptables, puisque au quotidien, ils vivent dans l'incertitude. C'est-à-dire que moi, je suis toujours dans l'incertitude de pourquoi je fais ça, comment ça fonctionne, pourquoi j'irai pas plus loin à faire ça. Et donc en période de crise, moi j'ai adoré le Covid, mais j'ai fait des expériences incroyables. Au-delà de la grotte, dans mon entreprise, j'étais toute excitée en me disant c'est génial, c'est une crise, on va pouvoir faire ça. Et j'ai vite déchanté, parce que le réflexe de nos organisations, c'était oula, surtout pas. On va rien changer, on va se mettre en boule, on va attendre que ça passe, et on verra comment ça vient. Et c'est là où, et je terminerai là-dessus, c'est que moi je me méfie énormément du terme résilience. On en entend partout, ça fait intelligent de dire oui, la société est résiliente, etc. Moi, la résilience, en revenant à la base, c'est de dire que la résilience, c'est prendre un choc, encaisser le choc et revenir à un état initial. Nos sociétés n'ont jamais fonctionné en étant résilientes. Elles ont évolué en étant adaptables. Et c'est là où je fais une différence entre être résilient et être adaptable. L'adaptation, c'est anticiper une crise, c'est gérer une crise et c'est en sortir meilleur et grandi. Et c'est là où moi j'essaie d'appuyer sur ces sujets-là, parce qu'aujourd'hui, 70% des métiers qui seront en 2040 n'existent pas aujourd'hui. Donc le plus important, c'est pas d'apprendre des compétences, même si c'est bien l'instant T, c'est d'apprendre à apprendre, c'est développer des compétences, des savoir-faire, un état intellectuel, une intelligence situationnelle, et c'est ça que j'essaie de promouvoir à travers mes enseignements à Sciences Po, c'est de dire qu'aujourd'hui, plutôt que d'évaluer le quotient intellectuel des gens,
en mettant des compétences du hard skills, c'est plutôt évaluer leur quotient situationnel, c'est-à-dire les mettre dans des situations où volontairement ils vont mettre en œuvre des compétences qu'ils n'ont pas forcément apprises, mais qu'ils vont devoir implémenter au quotidien. Et c'est là où mon cours, de manière un peu ironique, je l'appelle classe préparatoire au concours de circonstances, parce que l'idée dans la vie, c'est pas forcément de réussir le concours des grandes écoles, c'est de réussir le concours de circonstances du quotidien. Et parce qu'en fait, le plus important, c'est pas ce qu'on sait, mais c'est ce qu'on fait quand on ne sait pas. Merci beaucoup. Donc on est vraiment sur du savoir-faire, du savoir-être aussi. Alors Fabrice, toi tu es vraiment à l'intersection en fait à la fois des dirigeants, puisque dans ton métier de recruteur, mais aussi des salariés que tu reçois. Comment tu perçois ces nouveaux savoir-être qui sont en train d'émerger, qui ont été renforcés peut-être pendant la crise et qu'il faudra désormais développer dans le futur? Oui, merci Sandra. Déjà dire que François a dit beaucoup de choses que je partage, notamment l'aspect adaptabilité et résilience. Et puis aussi, je rajouterai le temps. Je pense que c'est un facteur très important, une prise de conscience aussi. Alors nous, pour révéler le savoir-être, on a mis en place un outil. Alors pas dans une grotte, mais dans un bureau, en réalité virtuelle. Donc on a créé un outil de réalité virtuelle pour révéler le savoir-être. Donc on a créé ça, c'est un projet de 3 ans, avec une start-up nancéenne, et donc qui s'appelle Auditivert. Et donc on va plonger les personnes justement dans un univers de séquences de 3 minutes pour justement voir leur capacité d'adaptation, de résolution de problèmes complexes, de leadership. Et ça, c'est vrai que c'est à la fois ludique et c'est en même temps très important. Je pense, nous, on travaille avec un psychothérapeute qui va justement travailler ces séquences pour qu'on puisse faire ressortir quelque chose de pertinent. Et donc, aujourd'hui, des banques, des industriels nous demandent ça, pas que pour le recrutement, mais par exemple, si on veut constituer une équipe avec, je dirais, un leader, c'est de savoir qui peut être le leader dans l'équipe, qui va suivre, qui va participer. Voilà, donc on va aussi analyser les différentes personnes pour constituer une équipe, par exemple. Alors, moi, par rapport à la crise du Covid, dire aussi qu'on a dû mettre en place... Alors, moi, c'est les cadres et les dirigeants. On pourrait se dire que ce sont des populations privilégiées. Ils ont vécu très facilement le confinement. Je pense que pas du tout, justement, ça a été un choc pour eux, notamment ceux qui étaient à l'étranger. Donc j'ai fait partie d'une cellule, puisque je suis vice-président des alumni des mines. Et donc on m'a demandé aussi de participer, d'écouter les cadres, notamment en Angleterre. Ils venaient d'être licenciés, puisque c'est pas comme chez nous. Il faut bien être conscient que nous, on a une protection sociale. Il y a eu la mise en place de prêts, de PGE, de soutien financier aux entreprises. Eux, du jour au lendemain, ont été licenciés à Londres. Donc, Brexit ou pas, ils étaient licenciés, ils se sont retrouvés isolés. Donc, c'était aussi, quelque part, de les écouter et d'écouter aussi les personnes en France qui se sont retrouvées justement face à Teams, en perte de confiance, dans une flexibilité à tout prix. Donc je pense que l'écoute, c'est un mot aussi à rajouter, c'est très important. Alors, parce que quand on est recruteur, quand on est manager, il faut savoir écouter. Et je suis entièrement d'accord avec votre vision de dire aujourd'hui on ne veut plus des chefs. Et je pense que les étudiants, ça ne fait pas rêver de se dire que voilà, on va être managé par un chef. Aujourd'hui, les entreprises nous demandent des personnes qui vont justement inspirer, qui vont amener quelque chose de différent, sans forcément forcer, sans être un chef. Donc ça aussi, c'est un élément prégnant, je pense, qu'on ressent. L'autre terme que tu disais, c'était l'incertitude. Je pense que l'incertitude se crée aussi dans le travail à distance. Ce qu'on a vu à travers le Covid, c'est cette capacité de s'adapter à distance, mais aussi le besoin de confiance. Donc les managers et les personnes que je recrute aujourd'hui, que l'on recrute, ils vont manager différemment à distance. Alors,
En Allemagne, par exemple, on croit que l'Allemagne est précurseur et très avancée. En fin de compte, pour y avoir travaillé de nombreuses années, c'est toujours les mêmes réflexes. On a besoin aussi d'avoir les gens à portée de main, comme on dit. Et en France, on le retrouve aussi, et on le voit à travers nos échanges ici, au forum, cette capacité de faire confiance à distance et de mettre en place des outils, pas seulement Teams, mais des outils d'accompagnement, ça va être vraiment, je pense, la réponse pour garder les talents au sein de nos entreprises. Donc confiance, responsabilisation, c'est ce qu'évoquait également Travail à François. distance aussi et capacité d'accompagner les personnes à distance. Donc on a créé un module, nous, qui s'appelle module télétravail, justement, où on met en situation les personnes en réalité virtuelle pour justement voir leur capacité à la fois de management et en tant que salarié dans ces situations-là. Donc ça, je pense que le télétravail, aussi anecdote, avant, ça venait tout à la fin d'un entretien de recrutement. C'était la question, on va dire, Colombo, tiens, au fait, est-ce qu'il y a du télétravail dans cette entreprise? Aujourd'hui, c'est systématique, c'est la première question. C'est la première question qu'on me pose. Est-ce que cette entreprise accepte, met en place une charte de télétravail? Alors, oui, non, peut-être. Et donc mes clients ont dû aussi revoir leur charte de télétravail l'été, post-confinement, parce qu'il y a eu de nouvelles demandes aussi des salariés, que ce soit des grands groupes, des ETI ou des PME, PMI. Donc ça, c'est vrai que pour nous, recruteurs, c'est aussi important de l'entendre. Je pense que... Alors, ça met du temps, et c'est ce que vous disiez, François. Il faut que les managers de demain, mais vous aussi, les étudiants qui allaient être les cadres et les dirigeants de demain, vous soyez capables de l'entendre et de se dire, OK, il y a le télétravail, il y a vraiment toute la partie management à distance qu'il faut mettre en place, il y a la confiance, il y a ce temps aussi, il faut laisser les personnes aussi travailler, c'est ce qu'ils me disent quand je fais un recrutement, en fait, les 10-15 premières minutes, les gens, surtout post-confinement, quand on se voyait de nouveau, puisque je ne pouvais pas faire beaucoup d'entretiens physiques pendant la phase de confinement, je ne pouvais pas d'ailleurs du tout, déjà ils lâchent les choses. Donc ils ont besoin de parler. Et un des moments forts aussi, je passe à l'émerveillement, c'est que nous, on est très investis dans l'art. Et on a participé à l'Industrie Magnifique. Je pense que vous vous souvenez, en juin, c'était vraiment la première grande manifestation à Strasbourg, où on a exposé une œuvre qui est des bateliers de notre artiste Paul Flickinger, donc l'Envol. Et là, j'étais au pied de la statue, pratiquement tous les soirs, et j'écoutais vraiment les gens, ils avaient besoin de parler, ils avaient besoin de sortir, et je pense qu'un salarié, il y a ce besoin déjà de parler et de l'écouter. Après, l'émerveillement, c'est aussi vis-à-vis de nos salariés, de les emmener voir de l'art. Par exemple, on était à Colmar, parce que j'ai un bureau à Colmar, voir l'œuvre donc au musée Unterlinden, le triptyque donc de Grunewald. Et j'avais peur, parce que je me suis dit, c'est une œuvre religieuse. Aujourd'hui, on est dans un monde laïque. Et puis, attention. Et puis, j'ai des jeunes dans l'équipe. Et la guide, elle avait près de 80 ans, parce qu'ils ont aussi des difficultés à trouver des guides inspirants, je dirais, qui ont moins de 70 ans à Colmar. Donc, mais elle était super, elle les a vraiment entraînés dans l'aventure historique et culturelle et religieuse. Et ils sont revenus vers moi et ils m'ont dit vraiment, c'était super, c'était émerveillant, c'était très, très concret. Et je pense que ça aussi, l'art, puisqu'on est partenaire de l'AIR à Strasbourg, et on organise chaque année un jury avec 3 artistes diplômés pour réaliser une œuvre unique que l'on va offrir et envoyer à nos clients dans le cadre de cartes de vœux de fin d'année. Et donc ça aussi, d'accompagner avec ses salariés et d'aller vers le beau, ce que vous disiez, le beau, l'émerveillement, le différent, l'acceptation aussi, voilà, historique, la connaissance, ça c'est vraiment essentiel et ça fait partie de notre ADN.
Et pendant la crise, est-ce que c'est quelque chose, tu as remarqué que c'était d'autant plus nécessaire? Parce que parfois, ce genre, l'émerveillement, on va le mettre en place dans l'entreprise, mais quand tout va bien, quand tout est au beau fixe, peut-être pas en situation contrainte ou en crise. Après, j'ai envie de dire, c'est une culture aussi. Il y a des gens qui n'ont pas senti le besoin d'aller spécialement voir des œuvres d'art pendant... moi, personnellement, ça m'a fortement manqué, et les personnes que j'ai rencontrées en industrie magnifique aussi. Eux, le fait de s'émerveiller, c'était un vrai manque. Mais je pense que c'est une éducation dès le plus jeune âge de penser autrement, de voir des œuvres et de se dire, voilà, qu'est-ce que ça m'inspire ou pas d'ailleurs. C'est vrai que ça ne se dicte pas. Justement, il y a ce côté, on ne peut pas dicter et dire, voilà... vous devez penser ça. Il y a vraiment une... Donc le Covid, je pense pour certains, c'était vraiment difficile de ne pas pouvoir s'émerveiller. Je passe la parole. Merci beaucoup Fabrice. Alors on peut en profiter pour demander au public qui nous regarde à distance ou ceux qui sont là de partager via l'appli si vous avez des idées ou des expériences, des retours d'expérience sur la manière dont l'émerveillement peut se mettre en application dans votre entreprise. Ça sera des choses qu'on pourra partager tout à l'heure. Alors on va passer à d'autres exemples d'applications. La confiance, l'adaptation, la responsabilisation. Stéphanie, c'est quelque chose que... Alors, vous faites partie de l'économie sociale et solidaire, c'est des principes qui sont déjà inscrits dans votre ADN, mais la crise a vraiment exacerbé, vous a permis de faire encore un pas, voire plusieurs pas plus loin. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre expérience ? Oui, alors moi, ça va être un petit peu plus vers les PME. On va redescendre un petit peu. Au niveau managérial, mais des salariés proprement dit, c'est dans l'hôtellerie. Tout le monde entend bien, le micro est bien... Oui. D'accord. Donc c'est dans l'hôtellerie et la restauration. Je vais un petit peu placer le cadre aussi, puisque c'était avant la crise Covid, et on avait déjà... c'était une jeune entreprise en pleine expansion, donc beaucoup de choses à poser encore, pas vraiment créées. Ensuite, on a des nouveaux jeunes qui sont arrivés. Ça, c'était assez impressionnant parce que les nouveaux jeunes, ils arrivent, ils demandent directement leur semaine de vacances. C'est véridique, hein, c'est vraiment du vécu. Donc, ça nous a déjà bouleversés à ce niveau-là. On s'est dit, comment est-ce qu'on va gérer l'entreprise qui grandit d'un seul coup, des jeunes qui arrivent et qui veulent tout de suite le poste à responsabilité ou directement leurs vacances. Comment est-ce qu'on peut arriver à faire du chiffre, parce que c'est quand même encore une entreprise. Et en même temps, on avait un tournant vers le développement durable. Donc, on s'est tourné vers un label écologique pour plus de responsabilité au niveau de notre planète, hein, tout simplement. Et voilà, donc on était un peu dans cette mouvance juste avant la crise Covid. Et c'était déjà un conflit interne en entreprise. Alors, effectivement, on est une entreprise sociale et solidaire. On a plus de 55% de travailleurs en situation de handicap. Donc, on a une fibre plus sensible pour les personnes plus fragiles. Mais ça ne règle pas le problème économique, le fait qu'il faut faire du chiffre quand même. Donc on était un peu dans toute cette ambiance-là, quand d'un seul coup, sans prévenir, notre grotte est arrivée, et on s'est retrouvés en premier confinement. Et là, je pense qu'on a eu des réalités plus humaines qui nous ont fait face. On s'est rendu compte que chaque employé là, a été super important. Chacun s'est retrouvé chez lui isolé. Alors c'est quand même pour la plupart d'entre nous des salariés fragiles. Donc déjà on s'est dit comment est-ce qu'on va faire pour ne pas les perdre, pour ne pas qu'ils se perdent dans cette crise. Alors on a gardé contact avec eux le plus possible. On a fait des visios avec des groupes de partage par équipe d'abord et puis après un petit peu plus au niveau de l'entreprise. On a essayé de les rassurer. C'est là où l'écoute est venue. On s'est dit il faut les entendre. Il faut faire attention à eux, ils vont avoir peur. Après, nous-mêmes, les responsables, on s'est dit, mais comment on va les faire revenir? Après, il y a eu l'effet, c'est l'hôtel et la restauration. C'est pas évident. Est-ce qu'ils vont vouloir revenir? On en a entendu quand même beaucoup qui ont changé de secteur, parce qu'ils voulaient une vie familiale. Et nous-mêmes, d'ailleurs, on s'est rendu compte que, waouh, on a des enfants à la maison, on peut profiter d'eux. On ne pouvait pas sortir, ça c'est sûr, mais on pouvait faire quand même plein de choses, des jeux de société, tout est un peu revenu dans le plus de convivialité et de fraternité.
Et là, le premier confinement est venu à la fin et on s'est demandé comment on va reprendre. Comment retourner dans une vie professionnelle avec des rythmes très intenses, limite du supportable souvent. Alors oui, on a des travailleurs en situation de handicap, mais du coup, ceux qui ne le sont pas en font 3 fois plus pour les encadrer, les accompagner et veiller à ce que la clientèle, qui elle, de toute façon, est exigeante et veut le meilleur et ce qu'elle demande. Et voilà, donc, comment dire, on les a pris, on a décidé de voir chaque employé un après l'autre. On a pris le temps pour chacun, au retour, pour écouter leurs besoins, leurs peurs, leurs craintes. On a fait des petits tests psychosociaux. C'était très, très important et très révélateur pour nous. C'est waouh, on en est là. On s'est rendu compte qu'on était dans un management très directif, malgré que c'était une entreprise sociale et solidaire, voire parfois patriarcale. Vraiment. Juste Stéphanie, les tests psychosociaux, c'était pour évaluer leur niveau de bien-être Non, c'était pour évaluer notre niveau de management. Ah, pour vous, d'accord. Voilà, avant tout, par rapport à eux. Et ensuite, pour voir justement s'ils étaient bien dans l'entreprise, s'ils étaient bien aussi eux, s'ils n'avaient pas peur par rapport au Covid, au lendemain, tout simplement. Et donc, il faut aussi dire qu'on s'est fait accompagner par une coach professionnelle qui nous a suivis déjà dans notre structuration même, puisqu'on était une jeune entreprise, et en même temps, face à cette crise et au retour des employés et à nos questionnements, à leurs questionnements aussi. Donc elle a été vraiment... ça, je vous encourage à prendre une coach professionnelle parce qu'elle a un autre regard, elle n'a pas le vôtre. Quand on se regarde dans le miroir, déjà, c'est difficile, mais quand quelqu'un d'autre vous regarde et vous dit la vérité, là, c'est de plein fouet, quoi. Et on a une superbe direction qui a accepté de se regarder dans le miroir et qui a dit « Ok, bon, ben, on a des problèmes et on va changer, on va bouleverser tout ça. » Donc on les a pris un après l'autre. On a accepté d'entendre. Chaque employé a dit à son manager et à la direction ce qu'il ne supportait pas dans la vie hôtelière ou dans la vie professionnelle de tous les jours. Et on a bouleversé tous les codes. Donc aujourd'hui, je crois que le principal dans notre vie, c'est de les voir arriver avec le sourire, de les voir repartir avec le sourire, et d'arriver à passer tous ensemble finalement ce cap, parce qu'on n'est plus juste une entreprise, quoi. On est des êtres humains maintenant, avec nos besoins, nos envies, et le besoin d'être respecté, d'être entendu et d'être accompagné. Ouais. Alors, vous avez bouleversé tous les codes. Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples de ce que vous avez bouleversé, justement ? Déjà, on a de l'écoute. Ça, c'est déjà primordial. On les écoute. On les écoute, on répond à leurs demandes. Je vais donner quelques exemples. On a, au niveau des responsables de service salle, qui sont venus nous voir et qui nous ont dit moi, aujourd'hui, je me suis rendu compte que j'ai une famille, j'ai envie de faire autre chose. Donc je ne veux plus passer toutes mes soirées, tous mes week-ends à servir la clientèle et puis à plus avoir de vie, moi. Certains voulaient partir. Donc on a échangé avec eux, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? Et au jour d'aujourd'hui, on a bouleversé les plannings. Ils ont 3 jours de repos par semaine, ce qui est quand même ce qui n'existe pas dans l'hôtellerie quasiment. Hein. 3 jours de repos, c'est formidable, quoi. On les voit venir maintenant avec le sourire, ils sont heureux. Alors on a embauché des responsables aussi, d'autres responsables pour pouvoir le faire, bien sûr. Hein. On a eu une masse d'embauches qui arrivait directement. Mais aussi on a entendu tous les besoins, donc certains avaient envie de transmettre aussi. Donc on a profité des confinements pour faire énormément de formations pour toute l'entreprise. Et aujourd'hui, on est une entreprise accueillante. On a formé tous nos responsables pour prendre des apprentis. On a une masse d'apprentis qui est là. On est heureux de pouvoir partager. Et on a aussi fait, dans un autre sens, on a permis à pas mal de salariés d'évoluer dans l'entreprise. Alors c'est vrai qu'en général, on prend plutôt quelqu'un d'externe, qui sait déjà, qui vient, qui est tout prêt et qui va nous faire le travail très rapidement. C'est plus compliqué, parce qu'il faut accompagner, il faut former, il faut apprendre, il faut rassurer à chaque pas. Mais c'est extraordinaire de voir qu'on a une majorité dans l'entreprise qui aujourd'hui ont changé de poste. Tout ça, je pense que le Covid a été un accélérateur, ouais, clairement. Merci beaucoup. Alors, on a le volet, ce qui a été fait au niveau du management, et je repose une question à François et Fabrice. Au niveau du salarié, qu'est-ce qu'on évalue alors finalement chez un salarié, ou comment est-ce qu'on recrute différemment aujourd'hui ? Alors, nous, il y a le savoir. Oui, pardon. Oui, pardon. Non.
Donc c'est vrai que tu as déjà parlé de l'outil que vous avez mis en place. Non, mais même il y a le savoir. Nous, on commence par évaluer le savoir-être et le vouloir-faire. Et aujourd'hui, on s'aperçoit, et encore plus après le Covid, que c'est le savoir-être et le vouloir-faire qui sont très importants. Donc nous, on va évaluer le savoir, mais c'est très rapide. Je pense que voilà, à personne de formation équivalente, on va vite basculer sur le savoir-être. On disait les capacités d'adaptation, le leadership et aussi le vouloir-faire, parce que ça, c'est ce que vous disiez. Ça, c'est quelque chose, c'est une garantie pour la durée, puisque nos clients et le recrutement, c'est aussi s'inscrire dans la durée. Donc en tout cas, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais en tout cas, c'est savoir-être et le vouloir-faire. Ça, c'est quelque chose d'essentiel aujourd'hui. Moi, ce que j'essaie de promouvoir comme approche au-delà de toutes les compétences qu'on peut chercher, enfin déjà, c'est au-delà de chercher la performance, quand on recrute quelqu'un, c'est peut-être avant tout chercher le potentiel. Parce qu'on évalue souvent des gens sur leur CV. C'est super le CV. Sauf que moi, ce qui m'intéresse, c'est cette personne-là, dans 4, 5 ans ou 10 ans, si elle reste chez moi, où est-ce que je vais pouvoir la faire monter en puissance. Donc, déjà, c'est qu'elle le veuille. Déjà, c'est une première question. Et ça peut être un choix tout à fait respectable de dire non, moi, je veux surtout pas de responsabilité. Et ça se conçoit tout à fait. Mais c'est surtout détecter des compétences qui vont permettre de le faire monter en puissance pour cette personne-là, mais également pour l'entité dans laquelle on est. Et c'est développer des compétences qui peuvent parfois être obsolètes. Moi, je sais que ce que je recherche chez mes collaborateurs, c'est le bon sens. Et ça, on ne l'apprend pas à l'école, hein, le bon sens. C'est l'école de la vie qui vous l'apprend. Et moi, ce que je recherche, c'est pas le bon sens, c'est le bon sens paysan, c'est-à-dire tout de suite, dès qu'il y a quelque chose, ça percute. Et c'est la phrase que je disais tout à l'heure, c'est le plus important, c'est pas ce qu'on sait, c'est quand tu sais pas, qu'est-ce que tu fais ? Quel bon réflexe tu as qui permettent de jamais être à côté de la plaque. D'autres compétences aussi que je cherche, c'est la créativité. Moi, je cherche des gens qui vont m'apporter des choses auxquelles j'ai pas pensé. Alors parfois, je vais leur dire non, en disant non, ça pas. Mais au moins, je veux plutôt dire non à quelqu'un qui m'apporte plein d'idées, plutôt qu'à chaque fois de secouer et de torturer quelqu'un pour dire qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Donc je préfère contraindre quelqu'un sur ça, évidemment intelligemment, que plutôt de le harceler pour avoir ça. Et après, une troisième notion qui est très mal vue en entreprise, on en discutait tout à l'heure, c'est la notion de courage. Moi, j'ai écrit un article là, récemment, il s'appelle « Faut-il avoir du courage en entreprise ?» La réponse est non, surtout pas. Si vous voulez faire carrière, ne soyez pas courageux. C'est quelque chose qu'on va vous reprocher. Parce que vous allez remettre en question les process, vous allez remettre en question certaines choses, alors qu'au contraire, nos entreprises, et on voit celles, et c'est l'exemple même ici, enfin, c'est la remise en question, l'introspection, c'est violent. Et c'est très courageux. Et si madame à côté a pu garder ses collaborateurs, et donc l'entreprise, je suppose qu'elle fonctionne aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une vraie courage qui a été à la fois courage dans la prise de parole en interne, courage du top management qui a dit bon, on va se remettre en question, on va faire ça, et courage de mettre en place des nouveaux process. Alors que globalement, la notion de courage, et ça, le courage, moi c'est quelque chose, j'essaie de pousser ça dans les organisations avec qui je travaille, enfin avec qui j'échange du moins, c'est de prendre ça comme une compétence, c'est-à-dire évaluer le courage des gens qu'on embauche. Mais c'est d'abord avoir du courage soi-même. Parce que moi, je le vois dans mes grosses organisations, dans les grosses entreprises, les grosses administrations, on est globalement, on vit quand même dans un monde où c'est la gérontocratie de l'homme blanc qui dirige un peu nos organisations. Et ça se saurait si c'est en étant courageux qu'ils ont atteint ces postes-là. Non. Et donc aujourd'hui, quand vous êtes à la tête d'une grosse entreprise, quand vous êtes en haut de l'arbre, où du jour au lendemain on va dire il faut changer les process, il faut être adaptable, il faut être courageux, et il faut se remettre en question, voilà, il y a un écran bleu en face de vous, hein, donc là c'est pourquoi ils iraient scier la branche qui les amenait en haut de l'arbre, et en général ils le font pas, et donc c'est d'où notamment la nouvelle génération, c'est de pousser ce sujet là, alors sans forcément demander une semaine de vacances au bout de quand on est arrivé, je suis d'accord avec vous, mais c'est d'être capable de challenger sur des nouvelles valeurs, des nouvelles compétences, et notamment moi c'est un grand mot, mais j'échange vigoureusement assez souvent avec des RH parce qu'il y a encore des réflexes assez conservateurs sur les recrutements où il faut d'abord remplir des cases pour être sûr qu'on ne va pas se faire engueuler plus tard plutôt que de prendre un risque
en ayant un profil un peu atypique qui développe ces compétences-là, alors que c'est ça la vraie plus-value des entreprises et des organisations. Juste pour répondre, je pense que les entreprises, elles ont conscience qu'elles ne vont pas retrouver le clone de la personne qui part à la retraite ou qui est partie, justement. Donc après, souvent on dit, oui, mais vous êtes des chasseurs de tête et vous êtes là pour désorganiser les entreprises. Non, au contraire, c'est justement ce que vous disiez, François, on est là pour mettre aussi en évidence que si une personne, elle souhaite quitter et évoluer, c'est parce qu'elle a sûrement une belle histoire dans l'entreprise et elle veut faire autre chose, elle veut avancer. Donc c'est qu'elle a manqué à un moment donné d'écoute de la part de l'entreprise. Voilà, donc il y a une remise en question aussi. Et je pense que la confiance des cadres aujourd'hui, l'APEC l'écrivait encore récemment, elle est là, elle a été restaurée. Donc les gens ont envie d'évoluer. Après, sur les impertinents constructifs, c'est de l'éducation. Moi, j'essaye d'éduquer mes clients à leur toujours introduire, je dirais, j'aime pas ce mot, la shortlist, et on ne fonctionne pas en shortlist, justement. Mais si on trouve un impertinent constructif qui est la bonne personne selon nous, on va le défendre parce que, après, je suis d'accord, c'est compliqué et systématiquement, on n'arrivera pas à présenter la personne qui va remettre en cause les process, qui va avoir le courage. Mais c'est du temps. Je pense qu'on retrouve la notion de temps. Alors, est-ce que le mode de management mis en place par vous, enfin par votre entreprise, vous avez constaté que sur le terrain, ça favorise aussi du coup plus le bon sens, l'expression du bon sens et du courage peut-être aussi. Alors vous avez eu le courage, mais est-ce que ça favorise aussi l'audace, le courage chez vos équipes Je dirais que ça favorise l'identité. Voilà. Maintenant, ils font partie de l'entreprise, pleinement. Ils en ont plus conscience. Ils ne viennent pas juste parce que c'est leur travail. Ils viennent parce qu'ils ont été entendus. Ils viennent parce qu'ils font partie de cette entreprise. Ils sont l'entreprise. Après, je voulais quand même rebondir un petit peu par rapport à tout à l'heure. C'est vrai qu'avant, on leur aurait dit peut-être qu'est-ce que tu peux faire à l'entretien d'embauche. Qu'est-ce que tu peux faire pour nous? Où est-ce qu'on va te mettre? Alors qu'aujourd'hui, on va leur demander qui tu es déjà. Et qu'est-ce que tu as envie de faire? Ensuite, on va les accompagner. Ça change tout. Là, on en vient à l'émerveillement. C'est dire, waouh, j'ai de la chance, j'ai un travail où on m'accompagne dans qui j'ai envie d'être, dans qui je suis et vers où je vais, quoi. Si je peux me permettre, juste en complément aussi, un démo de nos sociétés, et je dis ça notamment à la nouvelle génération là, qui va arriver prochainement sur Magenta. Il faut un des problèmes que vous avez en ce moment, c'est le syndrome de l'imposteur. C'est de se dire mais ce poste-là, il n'est pas pour moi, j'ai pas les compétences, j'ai pas fait. Et votre pire ennemi, c'est vous-même. Et vraiment, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes une génération qui, je vais pas faire l'ancien parce que j'espère ne pas en être un, mais qui avait les leviers en post-crise de pouvoir chambouler les profils recherchés, être capable de demander des choses. Il y a un contexte favorable et vraiment, il faut pas hésiter à se mettre en avant, pas hésiter à mettre en avant vos profils, vos personnalités. Et je vous prends un exemple très simple, c'est que moi, là, mes étudiants à Sciences Po, à Dauphine et ailleurs, là, partout où j'enseigne, je leur fais faire un examen final de fin d'année où je leur dis je vais pas vous demander de faire une dissertation parce que dans le monde du travail on m'a jamais demandé de faire une dissertation donc ça ne sert à rien. En revanche je vais vous faire un exercice qui s'appelle la vraie vie. Donc ils me regardent, ils disent ça veut dire quoi? Vous allez voir. Et donc je leur désigne des personnalités qu'ils n'ont aucune raison de rencontrer et ils ont 3 mois pour prendre un café avec. Et ces personnalités là c'est Brigitte Macron, Xavier Niel, le chef d'état-major des armées, le DG de telle grande entreprise, et je leur apprends toutes les compétences, bon sens, culot, prise de risque, esprit d'initiative, adaptabilité, et je leur dis voilà, tout ce que je vous ai appris en théorie, bah maintenant vous allez le mettre sur le terrain. Et donc ça les force à se faire violence, et c'est violent parce que quand on est un peu réservé, j'ose pas parler un tel, s'il me dit non, je sais pas, tu vas mourir s'il te dit non. Bah non, ok. Et l'idée c'est qu'à la fin ils se disent quand il y en a une, voilà, il y a encore 2 ans, il y a une fille, elle vient me voir, elle m'a dit j'ai rencontré Brigitte Macron, j'ai passé une demi-heure avec elle, c'était extraordinaire, ou un autre qui a rencontré François Hollande, l'autre qui a vu Xavier Niel. Ils se disent mais je pensais pas que j'aurais pu faire ça, mais je dis ouais, mais la preuve c'est que c'est possible. Donc on est vraiment, le message c'est vraiment dire votre pire ennemi c'est vous-même, et on va toujours essayer dans les sociétés dans lesquelles on vit de vous mettre dans des cases.
parce que c'est rassurant et c'est important. Il faut mettre des gens dans des cases. Et là, l'idée, c'est de pouvoir vous créer votre propre case. Alors c'est pas facile, hein, c'est un combat du quotidien, parce que on va toujours vous ramener à la règle, on va toujours vous ramener à la normalité. Mais si vous arrivez à mettre en avant votre personnalité, mettre en avant vos envies, et quand même derrière en travaillant, et en étant parfois plus exigeant avec vous-même qu'avec les autres, et vous pouvez vous créer des postes qui vous intéressent et vous créer un avenir qui sera passionnant pour vous, parce que c'est la passion qui fait la différence entre les gens qui font juste un travail et des gens qui sont excellents dans leur travail. Merci beaucoup. Message adressé particulièrement aux étudiants. Alors, est-ce que vous avez envie d'être impertinent, constructif, et poser des questions à nos 3 intervenants? Ça peut se faire via la plateforme ou en direct. Oui, monsieur Étienne. Je reviens sur le tout début que vous avez abordé, François, sur le leader inspirant versus le chef. Et finalement, on fait parce qu'on pense que c'est bon de faire. Dans l'entreprise, il y a quand même une chose, c'est que, et pour l'avoir vécu assez douloureusement, le chef d'entreprise a autrement plus de conséquences sur les choses qui ne sont pas faites dans son entreprise que le salarié qui va se retrouver protégé. Donc il peut y avoir un certain déséquilibre dans la chose, et comment est-ce qu'on arrive justement à ne pas tomber dans l'espèce de gentillesse un petit peu molle du ce qu'on lit partout sur les réseaux, inspire tes salariés, te le rendront centuple, etc. Ce qui n'est pas toujours vrai. Alors, ce qui est certain, c'est que si on les bride, ça ne marche pas. C'est juste une évidence absolue. Mais l'inverse n'est pas si évident que ça. Mais vous avez raison. Alors, on va juste reformuler la question pour ceux qui nous entendent en direct. Enfin, donc, vous vouliez le faire peut-être. Donc, le chef versus leader inspirant. Est-ce que on reconnaît toute la compétence du chef d'entreprise qui parfois porte une responsabilité que le salarié n'a pas? Et est-ce qu'il n'y a pas un côté trop gentil derrière le leader inspirant qu'on met en avant et qui serait décalé de la réalité? Ouais, c'est clairement pas une science exacte. Et alors, en effet, c'est toujours un jeu de curseur entre à la fois la personnalité du chef / du leader, de la sociologie et la typologie des salariés que vous pouvez avoir. Et après, c'est... Un exemple qui est assez simple, simple, en tout cas à dire plutôt qu'à mettre en œuvre, c'est prendre sur une gestion de projet, c'est-à-dire prendre un projet qui intègre l'ensemble de l'organisation dans laquelle vous êtes et être capable de faire un test. Moi, je suis très empirique et j'aime bien fonctionner au cas concret. Et puis après, si ça fonctionne ou pas, on fait du retour d'expérience et on voit comment on monte en puissance. Mais un exemple aussi qui est très simple pour l'implication de l'entreprise et qui sent très rattaché à son chef d'entreprise, c'est et ça, beaucoup de startups le font de plus en plus, et c'est pas parce qu'elles sont plus sociales que les autres, hein, c'est qu'elles ont compris comment retenir les talents et impliquer leurs employés là-dedans. C'est avoir des parts dans l'entreprise, c'est-à-dire même si un salarié il a 0,2% ou 0,5% dans les startups aujourd'hui, à un moment, quand la difficulté de l'entreprise, c'est la vôtre, et inversement. Donc ça, c'est un rattachement qui est, on va dire, un peu financier, mais mine de rien qui compte, parce que quand vous avez même 0,2% de l'entreprise, c'est votre entreprise quand même. Et là, vous voyez que quand le chef ou le chef d'entreprise va pas bien, vous aussi vous n'allez pas bien, et inversement. Donc ça permet d'avoir ce lien-là, mais après, on est d'accord qu'il y a une vraie logique de développer des compétences managériales qui sont pas toujours simples, et ça, c'est une alchimie qui a créé déjà par le recrutement et ensuite par le management. Alors, on a une question dans le public et il y a aussi une question que je vous lis, si on pourra y répondre en même temps. Actuellement, beaucoup d'entreprises recrutent, mais on n'a pas toujours l'impression qu'elles ont retenu tous ces conseils. Comment gérer l'écart entre ce management désirable et la réalité parfois éloignée? Donc, ce sera peut-être une question... quitter l'entreprise. Je rigole à peine. C'est un entretien d'embauche, c'est dans les deux sens. Moi, le nombre de fois où je dis à mes étudiants, ouais, mais quand même, je le sens pas. Je fais, mais si dès l'entretien, tu sens pas le truc, tu n'y vas pas. Et un entretien, certes, vous devez draguer l'entreprise pour dire, mon profil intéresse, mais inversement, si l'entreprise, elle va vous montrer des signes d'amour, quoi. Si vous ne sentez pas, barrez-vous. Mais régulièrement, je dis à mes clients,
s'il vous plaît, ne faites pas un entretien de recrutement. On me dit, mais ici, on le recrute. Non, mais justement, ne faites pas un entretien de recrutement traditionnel. Donnez-lui envie aussi. Et c'est exactement ça. Je pense que aujourd'hui, nous, on a 2 clients. On a le client, effectivement, final qui recrute. Mais pour nous, les candidats sont des clients et on les suit après le recrutement aussi. Ce qui est nouveau et ce qui est apprécié. C'est aussi ça, c'est d'être accompagné. On parlait de coach pour l'entreprise, mais je pense que vous, en tant que salarié, vous avez besoin aussi d'être accompagné et aussi de voir les sociétés de recrutement, les cabinets, aussi comme de l'accompagnement aussi. On est là pour vous écouter, vous accompagner avant, pendant, justement. Alors, on ne vous prépare pas à l'entretien, mais effectivement, il y a une certaine posture à avoir et en face, on éduque aussi le client à justement faire un entretien qui est plus un échange constructif qu'un entretien d'évaluation. Rien de pire que de faire venir une personne qui, en plus, maintenant fait une centaine de kilomètres, prend son auto, arrive, les bouchons à Strasbourg, n'a pas de TER, fait 2 heures de bouchons, arrive et puis subit un entretien avec un questionnaire, voilà. Ça, c'est nous aussi. Voilà, ça, c'est l'ancien monde. Et aujourd'hui, on dit à nos candidats, ne vous inquiétez pas. Enfin, moi, je ne suis pas un fanat des multi-candidatures. Il y a certaines sociétés qui ont fait passer 10 entretiens à mes candidats pour des postes, certes, de direction générale. Mais ça, c'est plus possible aujourd'hui. Ça, typiquement, post-Covid, ça sera inacceptable. Ou alors, on en fait 2 Teams, et puis un physique, et puis physique. Tout de suite, ils apprennent à aller du RH jusqu'au directeur général, voir le PDG, se rend disponible ou se déplace. Voilà. Et ça, c'était pas le cas avant. Donc je pense que ça s'est inversé. Donc ça, c'est plutôt bon pour vous aussi. Ah, effectivement, un management participatif et bienveillant, ça ne veut pas dire qu'on embauche tout le monde, qu'on garde tout le monde et qu'on... Voilà, ça ne veut pas dire ça. Oui, il faut que l'employé qui va être recruté en question ait envie de travailler pour cette entreprise aussi, et les mêmes valeurs, le même partage. Alors, on a encore une question dans le public. En fait, j'ai 2 questions plus exactement. On parle beaucoup de management, là, notamment des jeunes. Est-ce que, mais dans les entreprises, il y a des jeunes, il y a des anciens. Est-ce que tout ce que vous évoquez, qui est super inspirant pour les jeunes, fonctionne de la même façon pour les plus anciens qui sont habitués à un autre modèle de management? Ça, c'est ma première question. Alors, je reformule la première question. Est-ce que le management dont on parle est aussi applicable aux plus anciennes générations qui ont fonctionné longtemps avec un autre mode de management, une autre culture? Première question. Et la deuxième question, je voudrais rebondir sur ce point de coach. Est-ce que vous pensez que du coup, il y a un intérêt pour les entreprises d'avoir, je sais pas, à chaque transition, de faire appel à justement des personnes qui ont un regard extérieur et que ça devrait presque être pas systématique, mais voilà, l'intérêt, chaque fois dans une transition, de faire appel à d'autres personnes. Voilà. Et deuxième question, l'intérêt de faire appel à quelqu'un d'externe, un coach ou autre, pour avoir ce regard décentré. Qui veut répondre? Alors pour la première question, effectivement, bouleverser les codes du management en interne dans une entreprise, ça bouscule un peu tout le monde. Les jeunes sont ravis puisque ça va avec l'air du temps pour eux. Les plus âgés, alors oui, curieusement, c'est très très bien reçu puisque c'est bienveillant. Après, je dois avouer qu'on est là confronté à un petit dilemme quand même où les anciens se disent mais est-ce que ça va durer? Parce qu'ils ont vécu l'autre forme de management. Donc il y a encore une période sceptique. J'espère que ça va passer. On va tout faire pour, en tout cas. Oui, il y a un vrai sujet générationnel, mais bon, je connais des vieux très innovants et des jeunes réacs, donc il n'y a pas de problème. Hein. C'est plutôt casser des habitudes. Et ça, c'est violent. Et personne n'aime une habitude. C'est ce qui nous permet de ne pas trop réfléchir, d'avoir c'est rassurant, c'est réconfortant. Et forcément, quand quelqu'un qui a fait 20 ou 30 ans dans la même entreprise lui dit du jour au lendemain, ouh, moi je le vois hein, dans mon secteur, des trucs qu'on faisait en 6 ans, on leur dit Startup Nation, maintenant tu vas faire ça en 6 mois. Il comprend pas, il dit mais attends. Et donc, la grande majorité, ils sont contents parce qu'ils voient que ça améliore les process, et surtout là, c'est très important, et c'est là où il y a un management qui est hyper nécessaire là-dedans, c'est de dire aux anciens, de dire mais j'ai besoin de toi parce que toi, tu es la transmission, c'est toi qui vas être la courroie de transmission pour tirer vers le haut ces jeunes, et c'est les responsabiliser aussi en disant
tu vas prendre part à cette transmission, tu vas prendre part à ce changement, et tu pourras dire que tu n'as pas juste subi la situation actuelle, mais tu as été un vecteur de changement. Et ça, 95% du temps, les gens, après vous avez toujours des irréductibles qui disent non, laisse-moi tranquille, à 17h00, il faut que je parte. Mais la majorité des gens, au-delà du sujet générationnel, c'est plutôt être capable de les impliquer, et globalement, les gens le font. Après, à contre-courant de ce que vous dites, moi, ce que j'ai observé, certains anciens ont jeté l'éponge. C'est-à-dire, ils ont avancé leur retraite. Et je pense que la Covid, on n'a pas de chiffres, j'ai pas trouvé de stats là-dessus, mais je l'ai remarqué aussi dans les recrutements. Il y a beaucoup plus d'anciens qui ont demandé leur retraite anticipée. Et les entreprises ont eu du mal justement à prévoir ça. Alors, et ça, c'est un phénomène post-Covid aussi, parce qu'ils se sont dit, moi, je ne veux pas vivre l'après. Donc, il faut être conscient de ça aussi. Ok, très bien, il y en a qui s'adaptent, mais il y en a, et tant mieux, ça fait de la place aussi. Et non mais je veux dire, il y a eu un mouvement aussi en interne. Alors, juste une remarque, parce qu'on parle recrutement, je pense qu'il faut que les entreprises, elles cherchent en interne, c'est ce que vous disiez aussi, leur propre talent. Je pense que là, il y a encore des efforts à faire. Et vous aussi, en tant que salarié, quand vous faites vos entretiens, bilans annuels, de bien provoquer aussi vos managers au sens positif du terme, parce que la solution, elle est aussi en interne. Alors vous allez dire, oui, mais c'est pas, vous êtes recruteur, vous n'allez pas dire à l'entreprise, trouver interne. Bah si. Ma première question, c'est, est-ce que vous avez cherché en interne, que ça soit une PME, une ETI ou un grand groupe? Et oui, la réponse est oui, mais je pense que derrière, il faut qu'ils aillent vraiment chercher la personne qui peut correspondre en interne, et je pense qu'on ne le fait pas systématiquement. Donc ça aussi, vous avez ces opportunités-là vis-à-vis de vos N+1. Alors notre atelier touche à sa fin. Je vais quand même vous donner encore la parole pour qu'on n'aggrave pas le retard. On a déjà encore 2 minutes de retard. Vous vouliez dire une toute petite... Alors, avec le premier pas, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Le premier pas, quel serait-il? Ça serait d'accepter le bilan actuel, qui on est aujourd'hui. Ça, c'est le premier pas. Se regarder aussi. François? Non, mais je vais pas répéter, mais en effet, c'est avoir un regard lucide sur la situation dans laquelle on est, et ne pas être résilient, mais être adaptable. En tout cas, ne pas être uniquement résilient, mais être adaptable. Et puis moi, je dirais refuser d'être seul dans votre situation. Vous avez le droit et aussi le devoir d'être aidé, d'être accompagné, et donc... un chef d'entreprise, nous on travaille ensemble aussi au sein de l'APM pour ne pas être seul. De la même manière, un salarié n'a pas à être seul. Vous avez aussi des organes en interne dans votre entreprise, vous avez aussi des contacts, donc ne soyez pas seul, ne restez pas seul. Merci beaucoup. Non, tout va bien. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Merci à vous de votre implication. Bonne poursuite. À bientôt.